Merci Je Laurent. t'en prie. C'était simplement pour vous présenter une plante un peu curieuse dont on entend parler en ce moment. Ça s'appelle donc Triphyophyllum peltatum. Donc c'est imprononçable. Donc, je me suis entraîné pour le prononcer évidemment. Comme j'ai fait un peu de latin et de grec, ça va mieux. Mais bon, c'est une plante un peu compliquée. Je l'ai intitulée la plante pas toujours carnivore, parce que c'est une plante vraiment très bizarre et euh, qui interrogeait beaucoup les scientifiques. Vous voyez, les feuilles, ça ressemble à des trucs qu'on connaît un peu, et en particulier aux feuilles de Nepenthes. Et puis, ce qu'on voit, la petite espèce de petite tige qu'on voit avec de la glu, ça ressemble quand même pas mal au Drosophilum lusitanicum. Alors voilà à quoi ça peut ressembler. Je vous ai mis les références, hein, des différents articles. Et donc on voit une plante avec des très grandes feuilles sur un lit de sphaigne. Là, c'est à Bonn, hein, dans le jardin botanique de Bonn. Il y a très peu de culture de cette plante, qui est une plante un peu compliquée déjà à avoir et en plus ensuite à multiplier. Alors je vous ai mis l'arbre génétique en fait de ces plantes. Donc vous avez d'un côté tout ce qui est Drosera, Dionaea, Aldrovanda, et puis hop, sur un autre embranchement, on a Drosophilum, le Triphyophyllum peltatum, et puis les Nepenthes, donc qui sont des plantes qui sont pas si éloignées que cela les unes des autres. Donc on est quand même plus loin des Drosera, des Dionaea et d'Aldrovanda, et plus proche de Drosophilum, et puis des Nepenthes. Alors, je poursuis. Alors, pourquoi ce nom un peu bizarre? Eh bien, ça vient du fait que la plante a trois feuilles, fait trois feuilles différentes. Triphyophyllum, donc trois feuilles différentes. Et peltatum, alors la peltée, c'était un bouclier utilisé par les soldats grecs, pas les hoplites, pas les soldats qu'on voit partout, mais les soldats les moins riches qui avaient des espèces de petits boucliers en forme de croissant et qui étaient en rotin, enfin des trucs où les gars se faisaient quand même zigouiller assez plus facilement. Donc c'est cette forme, ce qu'il faut retenir, c'est cette forme de bouclier. Et alors, vous allez me dire, mais ouais, la plante, il n'y a rien qui ressemble à un bouclier, mais en fait, les graines ressemblent à un bouclier. Donc ça fait référence aux graines de la plante. Alors, les feuilles des rameaux longs peuvent atteindre à peu près 20 centimètres de long, 3 centimètres de large, donc c'est des belles plantes, elles sont oblongues, et il y a très souvent deux crochets qui permettent probablement de s'attacher aux arbres voisins. Hop, je vous passe la diapo suivante, si ça fonctionne. Hop, voilà, vous allez le voir, j'espère que ça va apparaître, et on voit, il y a des petits crochets au bout des feuilles qui permettent donc à ces plantes de s'accrocher comme une liane. Hop, je reviens à la diapo précédente. Donc, je vous ai dit qu'il y avait trois types de feuilles. Tout d'abord, ces grandes feuilles avec des crochets, mais il y en a aussi deux autres types de feuilles. Il y a les feuilles des rameaux courts, qui sont beaucoup plus longues que les précédentes, qui n'ont pas de crochets, et qui peuvent atteindre la 30 centimètres de long, 6 centimètres de large. Et puis, on a d'autres feuilles, les feuilles des ramilles stériles, donc ce sont des feuilles qui sont atrophiées, qui ont été modifiées. Et comme vous le voyez, la limbe a complètement disparu. Il reste qu'une sorte de tige. Et donc, c'est sur cette espèce de feuille un peu bizarre, transformée, qu'on trouve des glandes digestives, donc du type des glandes du Drosophilum lusitanicum. Et c'est ces tiges qui donnent le caractère carnivore à cette plante. Donc, ce sont des pièges collants, encore une fois, comme Drosophilum, sans mouvement, des pièges qui sont des pièges passifs, hein. Certains Drosera, eux, hop, les Drosera, eux, parfois, ils récupèrent la bestiole et puis ils l'entourent. Et là, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment complètement passif. Alors, c'est une plante curieuse, hein, parce que c'est une liane qui peut faire des dizaines de mètres de long et qui est carnivore depuis pas si longtemps parce que elle est classée parmi les carnivores depuis 1979. Vous trouverez d'autres choses. Vous trouverez 1988, 98 pardon, sur la page Wikipédia.
En fait, c'est une erreur. C'est bien avant, dès 1979, on savait que cette plante était carnivore. Le problème, c'est que on s'est rendu compte que cette plante n'est carnivore qu'à l'âge adulte et que pendant la saison des pluies. Donc, en fait, mai, juin, juste avant le maximum des pluies. Alors, on est où? On se trouve en Afrique de l'Ouest, dans des régions type Sierra Leone, par exemple, hein, dans des régions où il y a, je vous cite Sierra Leone parce que c'est des régions dans lesquelles il y a la guerre, donc des régions qui sont difficiles d'accès, où il y a peu d'études et qui mobilisent pas énormément de chercheurs. C'est pour ça qu'on connaît assez peu cette plante et qu'on la trouve assez peu également en culture. Donc voilà, ce sont des zones qui se situent près des tropiques, donc beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur également. Les fleurs de cette plante sont bisexuées, elles sont blanches, oranges, et elle produit des fruits, et les graines sont éjectées du fruit avant que le fruit ne soit réellement mature. Alors je vous montre hop, je vous remonte les différents types de feuilles, voilà, et l'autre ici où on voit le système de prédation. Donc voilà, là vous avez une mouche hein, qui s'est collée, et vous voyez vraiment euh, la ressemblance avec Drosophilum est vraiment saisissante. Et on a cette grande tige collante. Hop, alors, le problème de cette plante, c'est que c'est une plante qui est très difficile à cultiver. Ils ont essayé hein, dans plein d'endroits, mais la plante meurt au bout d'un moment. Ils ne savent pas vraiment pourquoi ça meurt, et on la trouve vraiment dans très peu de jardins botaniques. Euh, Ce qu'il y a en ce moment, c'est qu'on a de plus en plus essayé de reproduire cette plante. On a eu du mal à le faire en in vitro, mais maintenant ça a l'air assez bien maîtrisé et on arrive de mieux en mieux à la reproduire, à la dupliquer en in vitro. Et l'in vitro, ça permet une chose intéressante, c'est que ça permet de faire des études sur la plante pour mieux la connaître. Évidemment, ce qu'on n'arrivait pas à faire avant quand on avait trop peu de plantes et qu'on avait trop peur de les perdre en réalité. Il y a eu des essais hein, de culture de cette plante, et puis impossible à propager, elle mourait, les graines ne donnaient rien. Donc là, maintenant, grâce à l'in vitro, eh bien, les choses avancent réellement. Alors, quoi de neuf sur cette plante? Eh bien, quoi de neuf? On a réussi enfin à mieux la comprendre. Et je me suis inspiré d'un très bel article d'Hervé Huette, qui a écrit donc dans le numéro 100 de la revue Dionée, et donc qui a repris les dernières études en fait sur cette plante, et en particulier un article donc, dont je vous ai mis la référence au début de cette présentation. Et enfin, on a compris pourquoi cette plante était parfois carnivore et parfois pas carnivore. Et en fait, la plupart du temps, comme le dit Hervé Huette, bah, là, c'est une bête plante verte, quoi. Et puis, à un moment, elle devient carnivore. Et on était incapable de comprendre pourquoi, parce que c'était pas logique, en fait. En pleine saison des pluies, elle devient carnivore, et on se dit, mais pourquoi? Et bah, je vous laisserai vraiment découvrir cet article hein, d'Hervé Huette qui est vraiment très chouette, mais je vous en donne quand même les conclusions. En fait, on s'est aperçu que c'est la carence de phosphore dans le sol eh bien, qui induisait la production de ces nouvelles feuilles transformées et qui deviennent carnivores. Mais en fait, on s'est dit très bien, donc dans l'in vitro, on a mis du phosphore et pas de phosphore, voilà, et puis on a fait des tests, mais après, il fallait comprendre, c'est toujours ça la science, on a des résultats, puis après, bah, il faut essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Parce que en réalité, dans le sol, il y a toujours autant de phosphore, surtout dans ce genre de région. Et on a trouvé l'explication. En fait, le phosphore, enfin ce type de phosphore absorbé par les plantes, eh bien, il se dilue assez peu dans l'eau. Et à la fin de la saison sèche, eh bien, la plante n'arrive plus à absorber de phosphore. Elle en manque.
Et donc, réflexe, bon, j'allais dire de survie, comme si les plantes réfléchissaient, c'est pas complètement ça, mais la plante, en fait, produit ces nouvelles feuilles qui deviennent carnivores, et ensuite, la pluie arrive. Le phosphore est disponible, donc là, au bout d'un certain temps, là, il n'y aura plus de carence. Mais le temps que le phosphore soit de nouveau disponible, eh bien, la plante peut capter des animaux et se nourrir du phosphore qui se trouve dans ces animaux. Et puis, petit à petit, eh bien, le phosphore est de nouveau disponible, et ces feuilles tombent, et puis elle redevient une plante verte, et chaque année, en fait, la même chose se reproduit. Et donc, en fait une solution trouvée par cette plante pour faire le lien entre la période où elle a du phosphore et la période où elle n'a plus de phosphore, pour éviter qu'elle ne meure, en fait. Donc, on a enfin trouvé la solution, et en fait, il y a plein d'anecdotes révélées par Hervé Huet dans son article, hein, où à un moment, ils se sont aperçus que tout était faux, enfin, que ça rien ne fonctionnait. Et en fait, ils se sont aperçus que ils avaient racheté un nouveau type de substrat, et que dans ce substrat, cette gélatine, en fait, il y avait plus de phosphore que dans l'autre. Et donc, la plante n'avait pas besoin du tout de produire des feuilles carnivores, parce qu'elle en avait déjà dans le substrat. Donc, voilà. En faisant cette erreur-là, ils se sont aperçus que c'était bien ça, c'était bien cette carence de phosphore qui induisait la production de ces nouvelles feuilles. Voilà, voilà, bah, c'était assez rapide, mais j'espère que vous avez appris des choses sur cette plante un peu curieuse. Moi, je connais personne qui en ait de Triphyophyllum peltatum ou qui en cultive. Mais je pense que, vu ce qui se passe en ce moment, c'est une plante qui va venir forcément en culture, qui va être un peu compliquée, certes, mais on peut faire confiance aux passionnés, et ils vont réussir certainement à la cultiver chez eux dans leur maison bien au chaud. À David Demel, par exemple, on donnera certainement quelques petits plans. Allez, je vous remercie. C'est effectivement pas impossible. Alors, je récupère ton écran. C'est bon pour le stream. On récupère ta webcam. Et voilà, on commence à être rodé techniquement. Et ben, c'était super intéressant. J'espère que vous aimez les news. Et donc, bah, merci pour cette mise à jour de plantes connues depuis longtemps. Mais merci pour ces détails. C'est toujours passionnant de sortir un petit peu des sentiers battus des Sarracenia, des Drosera et des Dionée. Et puis voilà. Et donc, El Turco dit qu'il connaît quelqu'un sur YouTube qui fait des vidéos, qu'il en est en serre. Mais, moi aussi, j'ai Ok. entendu il y a une personne qui arrive à en cultiver, mais en fait, c'est vraiment hyper rare, quoi. Et puis Institut botanique, ok. les graines sont J'en avais parlé avec Aurélien Bourg, et qui disait qu'aussi les graines étaient vachement difficiles à faire germer. Bon, on va voir. On verra ce que ça donne, mais en espérant que ça puisse qu'on puisse trouver une solution quand même, ce serait sympa d'avoir ces plantes en collection. Un grand coup de carence. C'est ça, faut leur faire du mal après, bon, Comment leur comme à faire du plein de mal? plantes, hein, Ah, je te jure. comme les orchidées, hein, faut leur faire du mal, sinon elles font pas de Ça, fleurs. Mais, ça fleurit pas.